దేనికా దమ్ముంటే నా ఎదురుగా రారా Oh, let me get cuter. J'écris ton nom, deuxième volet très réussi du diptyque historique La bataille de Gaulle. Iga, la mouche vengeresse de l'Indien SS Rajamouli, jubilatoire, nous dira Thomas Borez. Et puis les mignons à l'assaut de Hollywood, voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma. Bienvenue à vous et bonjour Thomas. Et bonjour Natacha. Ravi de vous retrouver. Moi On aussi. commence avec le second et dernier volet de la saga La bataille de Gaulle. Après l'âge de fer, voici J'écris ton nom. Voilà, et avec près de 600 000 spectateurs, c'est peu dire que le premier volet n'a pas rameuté les foules. On le répète, avec un budget Maus de 75 millions d'euros, on peut d'ores et déjà parler, pour le distributeur et producteur Pathé, d'un désastre industriel, à moins que, en effet, pour essayer de pallier à cette infamie, dira-t-on, et de corriger le tir, eh bien, Pathé a décidé d'avancer la sortie de ce second volet d'une semaine pour se caler aux dates de la fête du cinéma. Et le public serait bien avisé d'ailleurs d'aller en masse voir cette suite. On y reviendra dans un instant, tant c'est une véritable réussite. Mais reprenons un petit peu les faits. Nous voici en janvier 1943, dans le désert libyen. Le général Leclerc, fidèle au général de Gaulle, met toutes ses forces pour repousser les chars nazis. Au même moment, à Lyon, Jean Moulin tente d'unir la résistance quand à de Gaulle, il doit batailler ferme pour ne pas laisser le président américain Roosevelt s'accaparer la France. Rien que ça, c'est reparti, regardez. Arriving on the scene is the General Giraud, who will lead the French forces into battle. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. Giraud est une marionnette des Américains. Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, général de Gaulle. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps. No République française, just a flag. Pour lui, la France n'existe plus. Seems as though these days being French is a complicated thing. Vous l'avez dit Thomas, le premier volet n'a pas été un succès malgré une presse qui avait été plutôt bonne d'ailleurs. Mais là, la canicule pourrait peut-être booster les entrées, tant les Français sont attirés par la fraîcheur des salles obscures. D'un point de vue cinématographique, qu'est-ce qui pourrait faire que ce second volet marche ? Tout simplement, les spectateurs qui n'auraient pas vu le premier, et on l'a dit, il y en a beaucoup, pourraient sans problème entrer dans cette aventure par le milieu, sans perdre leurs repères. C'est vrai que le premier De Gaulle montrait un De Gaulle en homme seul, qui était une sorte de Don Quichotte face à des moulins à vent de ses propres certitudes. Et le film, c'est vrai, mélangeait un petit peu les genres. C'était pas toujours très heureux, à la fois thriller historique et politique, en même temps une comédie dramatique, mais tout autant un théâtre filmé. Et c'est vrai que celui-ci se veut plus cohérent dans sa dynamique interne et trouve réellement un parfait équilibre, j'ai envie de dire, entre du didactisme politique, le film de guerre spectaculaire et le thriller historique sous tension. On doit dire que Neil Schneider, qui incarne le général Leclerc, hante littéralement ce film de l'intérieur. C'est vrai que le comédien, pas toujours très convaincant par ailleurs, là il a une justesse de jeu qui est vraiment à souligner. Simon Abkarian, il est toujours aussi parfait en De Gaulle, presque une vision presque iconoclaste du personnage. Antonin Baudry, le réalisateur, parvient à donner un souffle épique et emphatique à ce tableau patriotique, mais c'est totalement assumé. Voilà, il est temps donc de renverser les chiffres et de faire enfin parler le box-office. Être spectateur, Natacha, reste aussi un engagement. Exactement. Allez, on va changer de décor. On quitte le désert libyen, Lyon et Londres, direction l'Inde. Absolument. Pour un coup de cœur, peut-être, on peut dire, Thomas, en tout cas, quelque chose de détonnant
totalement fou. Vous nous conseillez de regarder les péripéties d'une mouche vengeresse cette semaine. Absolument, et ça se passe évidemment non, mais ça se passe en Inde. Et le nom de ce cinéaste vous dira peut-être rien, et pourtant c'est une superstar chez lui. Donc en Inde, S.S. Rajamouli, il compte parmi ses admirateurs internationaux, le voici, Steven Spielberg ou encore James Cameron. S.S. Rajamouli, il a 53 ans, il est adepte d'un cinéma d'action totalement décomplexé, c'est le moins qu'on puisse dire, et jubilatoire, et il est assis pour l'instant sur 100 millions d'entrées. Et ce IGA, Mouche vengeresse, en fait, le fait connaître aux spectateurs français, parce que c'est un film qui date quand même de 2012, et il débarque seulement maintenant sur nos écrans, où comment un homme incarné en mouche cherche à se venger de son assassin. Accrochez-vous, ça va dépoter. బిందు జోలికి రావద్దు చంపేస్తా నానిని మర్చిపోవడానికి ట్రై చేస్తాను. Ça a l'air assez délirant, en effet, Thomas. Je crois que vous avez été happé, vous. Hein. Complètement. En fait, le cinéaste Christophe Gans, amoureux de ce cinéma-là depuis des années, il le dit à longueur d'interview, regardons vers l'Inde pour voir le cinéma d'action, enfin, il est récompensé. Il écrivait « Rajamouli, comme James Cameron, a cette capacité de mettre à l'écran quelque chose de l'ordre de l'universel, quelque chose qui nous prend sans que l'on sache pourquoi ». Et c'est vrai que c'est ce qui nous arrive, c'est totalement saisissé, on pourrait s'en moquer, on est proche presque parfois du nanar, mais là aussi c'est totalement assumé. J'ai rarement vu, en termes de mise en scène, autant d'inventivité dans cette mise en scène. Il y a des sautes d'humeur et de ton en permanence, c'est absolument jubilatoire. Les amoureux de films bollywoodiens et d'action pure seront donc ravis. À noter que le distributeur indépendant français Carlotta proposera le 29 juillet un autre film tout aussi déjanté de Rajamouli, plus récent puisqu'il date de 2024, ça s'appelle je ne sais pas si je prononce bien, voilà, vanté conjointement ce film ici par Edgar Wright notamment, Cameron et Spielberg, je l'ai dit. Voilà, l'été sera indien, Natacha, ou ne sera pas. Voilà pour le 29 juillet. Flammes, hein, et des arcs. Bien. Il y a beaucoup d'arcs, ouais. Allez, on passe aux mignons qui reviennent à l'assaut du cinéma au sens propre du terme, puisque les petites créatures jaunes partent à la conquête de Hollywood. Cet opus se nomme Des mignons et des monstres. On regarde à quoi ça ressemble et on en parle juste après, Thomas. Donc, tu as besoin de monstres pour ton film. Je connais les plus effrayants de tous. Mais il faut pas en avoir peur, ils sont très sympas. Essayez juste de pas être appétissant. Hein? Oh, les méga cute. Voilà, petite revue d'effectifs. Les mignons sont apparus en 2010, voilà, dans le film d'animation Moi moche et méchant, co-réalisé par un Français, un certain Pierre Coffin. Et c'est Coffin, d'ailleurs, qui a créé ces petits personnages jaunes, leur prêtant sa voix au passage. Pierre Coffin, qui travaille donc à Hollywood, au sein du studio Illumination. Les mignons parlent un langage connu d'eux seuls. Leur succès au sein de la saga Moi moche et méchant a été tellement forte qu'ils ont bénéficié donc des films à eux, à part entière. À partir de 2015, un 2, et puis enfin donc ce 3. Et c'est la première fois donc que le même Pierre Coffin se charge tout seul de réaliser un film autour de ces créatures. Le film, notons-le, a fait l'ouverture du Festival international du film d'animation d'Annecy cette année. Oui, et le festival qui se déroule justement jusqu'au 27 juin dans la cité lacustre des Alpes, Thomas. Et cette année, plus que jamais, l'animation française a une place de choix. Oui, et ça tombe bien puisque c'est un anniversaire pour le Festival d'Annecy, c'est sa 50e édition.
Et parmi les longs métrages en compétition, certains ont déjà d'ailleurs été présentés lors du dernier festival de Cannes, où ils ont reçu un formidable accueil. Et pour en avoir vu la plupart, c'est complètement mérité. Carmen, l'oiseau rebelle de Sébastien Lodenbach, Le Corset de Louis Clichy, ou encore In Wave de Phuong May Nguyen, dont on parlera d'ailleurs la semaine prochaine. À noter dans la section Classics la projection du chef-d'œuvre de l'animation japonaise, Le Tombeau des Lucioles. Si vous n'avez jamais vu ce film de Isao Takahata, il faut absolument le voir. Il fête ses 30 ans, et oui, il y a déjà 30 ans qu'est sorti ce chef-d'œuvre. Cette année, à noter quand même que la bande-annonce que vous allez découvrir dans un instant d'ailleurs, de cette édition du Festival d'Annecy a été concoctée par les studios d'animation britanniques Aardman, vous savez, les papas de Wallace et Gromit. À noter enfin que la soirée d'ouverture du festival a rendu un hommage à la réalisatrice franco-iranienne décédée récemment, Marjane Satrapi. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Et donc comme vous le disiez Thomas, cette année le clip d'ouverture du Festival d'Annecy a été réalisé par le studio Aardman qui fête lui aussi ses 50 ans, que d'anniversaire. Vous allez voir, on reconnaît bien la patte de Peter Lord et David Sproxton, les pères de Wallace et Gromit. On regarde, moi je vous dis à très vite sur France 24.